Alors bonjour, bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Nous sommes ce matin avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour Yannick. Simon-Pierre que nous connaissons pour l'avoir eu comme chroniqueur à la vie agricole dans un passé pas si lointain. Et Simon-Pierre, j'aurais envie de vous dire ce matin, première chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est l'accord Canada, États-Unis, Mexique, ça fait quoi tout d'un coup de passer de la vie d'auteur, de chroniqueur à député? Écoutez, je vous dirais que c'est une vie qui est différente, mais pas tant que ça, dans la mesure où on est quand même invité à réfléchir, on est quand même invité à brasser des idées, mais maintenant, il y a des instances pour le faire, puis par la suite, si on est assez bon, qu'on a un assez bon pouvoir de conviction, ça peut devenir la position d'un parti politique. Alors, justement, pour parler de conviction, ce matin, on voulait vous parler dans un premier temps pour qu'on parle de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, parce qu'en fait, si je résume en fait ce que le bloc, vous allez me dire si j'ai bien compris ce que le bloc aurait dit, le bloc il nous assure avoir travaillé à la mise en place d'un système de surveillance des importations d'aluminium qui permettrait de prévenir le dumping par la Chine de ce métal entrant dans la construction des voitures en Amérique du Nord. Donc en fait, Mhm. vous avez annoncé cette semaine que par vos actions, vos négociations avec le parti au pouvoir, que vous avez permis en fait d'éviter ce dumping. Expliquez-nous exactement la lecture que vous avez de ces ententes. Oui, alors, ben, écoutez, faisons d'abord un petit historique de la chose. Quand cette version de l'accord est arrivée au mois de décembre 2019, on a observé ça. Et on a constaté une chose, on a constaté qu'actuellement, il y avait une protection pour l'acier qui n'existait pas pour l'aluminium. Je vous explique la différence. C'est que dans le cas de l'acier, tout ça peut sembler d'ailleurs, je précise, très technique, mais comme vous le savez, le diable est souvent dans les détails et une phrase dans un accord qui pourrait être mal interprétée ou interprétée d'une façon ou d'une autre peut au final donner des résultats extrêmement concrets qui peuvent toucher des jobs, qui peuvent toucher des industries. Donc, c'est pourquoi, même si ça paraît très technique, ça a des effets éminemment concrets et réels pour le quotidien de bien des gens. Alors, il était question dans le cas de l'aluminium d'une protection de l'acier coulé et fondu de manière nord-américaine, c'est-à-dire en Amérique du Nord. Donc, c'est ce qu'on appelle les règles d'origine. Donc, ça veut dire que l'industrie de l'acier, elle, obtient un contenu minimal, obtient une protection et avec également un échéancier qui vient avec. Dans le cas de l'aluminium, on parlait des pièces d'aluminium. Ça veut dire que l'acier coulé et fondu ne s'appliquait pas. Où est le problème? Là, vous allez me demander, ouais, mais c'est quoi le problème? Ça change quoi? Ça veut dire que des pièces d'aluminium qui pourraient venir du Mexique pourraient être perçues comme de l'acier coulé et fondu c'est-à-dire on ne s'intéresse pas à l'acier coulé et fondu, mais pourrait être considéré comme une pièce nord-américaine, alors qu'au final, le Mexique ne coule pas et ne fond pas d'aluminium. Donc, d'où il vient dans ce cas-là? Il vient de Chine. Donc, c'est ce qu'on appelle du dumping, c'est ce qu'on appelle la concurrence Mais déloyale. est-ce que ce serait des pièces d'aluminium? Comme Pardon? vous dites, c'est des pièces, puisque le Mexique ne coule pas d'aluminium. En fait, est-ce que la pièce transiterait par le Mexique quand même? C'est exactement ça l'idée. C'est que le Mexique pourrait dire, regardez, ma pièce vient d'Amérique du Nord parce qu'elle vient de chez moi, alors que l'aluminium lui-même viendrait de Chine. Et précisons-le que c'est un aluminium qui est produit au charbon, c'est un aluminium qui est polluant. Et pendant ce temps-là, au Québec, nous, à l'ère des changements climatiques, on l'avait dit, c'était notre slogan dans la campagne, l'énergie propre, c'est nous. À l'ère des changements climatiques, on est en train de penser un aluminium qui est carboneutre, qui est l'aluminium le plus vert au monde. Donc, au lieu de laisser une chance à cette immense opportunité à la fois écologique et économique, on favoriserait au final un dumping chinois polluant qui Donc, transiterait par le Mexique. donc, 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 au final, alors que l'aluminium est une industrie québécoise, elle n'avait pas cette protection, tandis que l'acier est une industrie ontarienne. Comme d'habitude, le Canada a favorisé l'Ontario. et donc là, on est vraiment, le diable est dans les détails, comme vous disiez. D'ailleurs, je reprends une phrase d'une chronique que vous aviez écrite dans le Journal de Montréal en 2018, où vous disiez, en essayant de lire ces volumineux traités, parce qu'on sait que vous avez souvent lu les traités, parce que vous avez fait même des livres sur ces traités, on Oui. constate immédiatement qu'ils sont rédigés dans un langage inaccessible aux non-initiés, truffés de termes techniques opaques et de références nombreuses et d'autres accords à des notions juridiques. Mais en fait, vous qui avez passé votre vie avant d'être député dans les traités, justement à voir tous ces aspects compliqués des traités,
Comment vous voyez votre rôle aujourd'hui comme député pour modifier cette vision un peu kafkaïenne des traités internationaux? Mais écoutez, là-dessus, je vous dirais elle est un peu la même, c'est-à-dire c'est un travail de moine, un travail d'étude. Je fais partie du comité sur le commerce international. Ça m'a permis dans les dernières, écoutez, on a passé près de 70 heures dans les 2 dernières semaines à étudier, à recevoir des témoins et à étudier article par article le projet d'accord. Nous, d'ailleurs, on aurait préféré qu'il y ait un peu plus de temps parce que c'est quelque chose qui nécessite de prendre le temps, d'étudier profondément ce type d'accord-là. Puis je vais vous dire qu'il y a eu dans tout ce procédé-là, permettez-moi de vous dire qu'il y a eu un problème de transparence. C'est pas normal que cette semaine, d'abord c'est tard dans le processus, mais cette semaine, à la réunion du comité que nous avons eue, si je ne m'abuse, mercredi, nous avons reçu l'économiste en chef d'Affaires mondiales Canada, donc du ministère des Affaires mondiales. Et ce n'est seulement que sur le coup que nous avons reçu, que nous avons pu avoir l'étude sur les impacts économiques. Donc, on la reçoit au moment de la recevoir. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de la lire et de préparer nos questions pour l'économiste en chef en fonction de ça. Autre problématique, c'est la méthodologie aussi de cette étude-là, parce qu'on compare, le modèle qui a été adopté, c'est qu'on compare l'ASEUM, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, avec l'absence d'accord. Donc on dit, voici ce qui arrive s'il n'y avait pas d'accord. Mais en réalité, il ne faut pas comparer avec l'absence d'accord, il faut comparer avec l'ALENA, qui est l'accord qui est en vigueur depuis les années 90. C'est comme si l'ALENA était complètement évacuée, comme si ce n'était pas déjà une situation qui était là. Mais il y a deux choses dans les oppositions qui sont sorties. En fait, il y a aussi, dans l'opposition, il y a des gens qui ont dit oui, c'est bien beau cette entente que le bloc tend, en fait. Mais demain matin, si Trump décide autrement, on a beau en décider entre nous, est-ce que vraiment ça va être figé dans les accords de la CUM et qu'il n'y aura pas de retour possible? Ben, c'est-à-dire que l'accord n'est pas rouvert. On a trouvé une solution qui permettait non pas de procéder ici, non pas en rouvrant l'accord, mais par un dialogue constant entre les trois pays, où là maintenant on dit on va assurer la traçabilité, c'est-à-dire qu'on va toujours recueillir des informations pour voir d'où vient l'aluminium. Et dans le cas où on constate qu'il viendrait de Chine, on peut faire blocage. Il y a du dumping chinois. Là, les mêmes clauses que celles de l'acier vont s'appliquer sur l'aluminium. Puis vous savez d'ailleurs, l'ancienne ALENA, par divers moyens, que ce soit par échange de lettres ou que ce soit à travers la commission du libre-échange, il a été amendé, il a été interprété à de multiples reprises, sans pour autant que l'accord lui-même ne soit rouvert. Dans l'entente que vous prenez actuellement, donc, que vous percevez donc, comme une victoire au niveau du bloc, évidemment, comme il y a comme il y a une chimie, une connexion entre tout d'un coup le Parti libéral et le bloc sur cet aspect-là, là on maintient le gouvernement en place. Là, donc on n'est pas dans une position de barrage au Parti libéral, on dit regarde, il faut trouver des solutions et on garde Justin Trudeau au pouvoir en fait. Hein. Ben, je vais vous dire, après avoir fait une campagne de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y avait toujours un petit malin qui nous disait, vous appelez le bloc parce que vous faites juste bloquer. Et chacun pensait qu'il était le premier à penser à ce jeu de mots-là. Alors que ça fait depuis 30 ans qu'on l'entend. Je pense que c'est la preuve qu'on peut faire des progrès, mais ça ne veut pas dire qu'évidemment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va le bloquer, évidemment. On a un gouvernement minoritaire. Nous, notre ligne est bien simple. C'est quand c'est bon pour le Québec, on l'appuie. Quand ça ne l'est pas, on ne l'appuie pas. C'est aussi simple que ça, n'allez pas chercher. Donc, notre position n'est ni une de collaboration béate avec Justin Trudeau, c'est-à-dire qu'on ne lui signe pas de chèque en blanc, mais ça n'en est pas une non plus de blocage systématique. Derniers points, on va quand même parler un petit peu d'agriculture. Monsieur Plamondon a annoncé tout à l'heure, enfin il y a quelques jours, en fait, qu'il voulait déposer un projet de loi dans l'objet d'interdire aux négociateurs, aux prochains négociateurs des prochaines ententes, de toucher au système de gestion de l'œuf. J'imagine que c'est quelque chose que vous appuyez évidemment, mais oui. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce complètement réaliste à l'heure où certains reviennent, on a fait une entrevue cette semaine avec Sylvain Charlebois, professeur de Dalhousie, certains reviennent avec des propos au mois de mars, avec une note qui va mettre en avant à nouveau la gestion de l'œuf 2.0, donc des modifications à la gestion de l'œuf. Ce que je vous dirais, c'est que le but de ce projet de loi-là, précisons d'ailleurs au niveau de l'accord, quand on le compare avec l'ancienne ALENA, il y a un chapitre sur lequel on peut voir un net recul et c'est sur celui du secteur laitier.
Ça, je pense que c'est Ouais. clair pour tout le monde. C'est pourquoi on va mener un combat de tous les instants pour que les compensations dès le prochain budget soient inscrites. Mais c'est l'idée de ce projet de loi-là n'interdit pas qu'on ait des débats entre nous. On est dans un parlement, on est dans un débat démocratique. Ouais. Vous parlez, Simon Pierre, de recul de producteurs laitiers, mais ce qu'on entend beaucoup dans les dernières semaines, à notre niveau, les gens qui nous appellent, c'est aussi beaucoup les transformateurs laitiers qui parlent de recul pour leur part. On a parlé beaucoup aux transformateurs laitiers également. On les a reçus au Comité du commerce international. Je les ai également rencontrés dans mon bureau. Eux aussi ont des exigences en termes de compensation. On les a entendus, bien entendu. Cette chose étant dite, donc, l'idée de ce projet de loi-là, c'est qu'à l'avenir, parce que tous les partis politiques nous disent en élection qu'ils ne toucheront plus jamais à la gestion de l'offre. Ils arrivent au pouvoir, ils disent, contrairement à mon prédécesseur, ne vous en faites pas, je ne le ferai pas. Il y arrive ensuite, il y a ces négociations en cachette, d'accord. Puis là, on apprend finalement, quand ça arrive au grand jour, on apprend finalement qu'on a touché un petit peu quand même au secteur laitier. C'est toujours le secteur laitier. La plupart du temps, c'est le secteur laitier. Puis là, on nous dit, mais ne vous en faites pas, ce n'est qu'un tout petit cratère. Mais quand on les additionne, le cratère devient plutôt grand, ça va finir par ressembler au Grand Canyon. Alors que faut que ça cesse. Maintenant, il faut que les bottines suivent les babines. Donc le souhait, c'est un engagement global disant la gestion de l'offre, on n'y touche plus du tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire on n'y touche plus, mais ça n'empêche pas, bien entendu, parce que les élections, c'est un moment pour s'engager. Si un parti veut la retravailler, il amènera ça et on en débattra et les électeurs trancheront. Sauf que ça n'empêche pas que si tout le monde, à l'heure actuelle, dit qu'il n'y touchera pas, alors votez pour ce projet de loi-là, que ça devienne tout simplement interdit d'y toucher. Et pour terminer, Simon-Pierre Savard-Tremblay, on vous sait intéressé à l'agriculture, proche de votre territoire. Est-ce que vous avez du nouveau sur le projet des produits locaux identifiés dont vous nous aviez parlé ici? Est-ce que ça s'en vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'annoncer au cours du printemps ou de l'été? C'est toujours le plan. Je vous dirais, printemps ou été est un horizon très réaliste. Là, on a bien des chantiers parmi les promesses que j'avais faites au niveau local. On a bien des chantiers, mais ça, évidemment, cette promesse-là n'est pas oubliée et vous serez bien entendu parmi les premiers à l'apprendre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.